J'ai encore oublié mon mot de passe. Qu'est-ce que j'entends, Billy? T'as encore oublié ton mot de passe? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Eh ben n'en dis pas plus, j'ai exactement ce qu'il te faut, mon con. Ok. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui va te changer la vie. Tout comme Billy, ta vie connectée est régie par les mots de passe, et ça devient compliqué de tous les retenir, pas vrai? Bah moi j'en utilise qu'un seul sur tous les sites. Quelle erreur monumentale. Et même que c'est un 2, 3, 4, 5, 6, comme ça je me rappelle facilement. Ah bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je suis tarde des fois. Non mais Billy, t'es pas sérieux? C'est le mot de passe le plus utilisé en France et le plus populaire dans le monde. Bah tu m'étonnes, il est facile à retenir en même temps. Et du coup n'importe qui de mal intentionné pourra accéder à tes comptes, ma gueule. Ah ouais, ça c'est pas cool. Ce qu'il te faudrait, c'est un gestionnaire de mots de passe sécurisé qui va non seulement tous les retenir pour toi, mais qui va aussi t'en générer des super costauds. Ah ouais, ça ce serait cool. Ça s'appelle NordPass et c'est exactement ce qu'il te faut. En gros, NordPass, c'est un outil de cybersécurité qui va stocker tous tes mots de passe, t'en créer des nouveaux et qui va même vérifier régulièrement que tes données de compte n'ont pas été divulguées sur le web par quelque individu mal intentionné. C'est pas génial ça? T'as plus rien à faire à part retenir ton mot de passe maître pour y accéder. Et attention, ce sera pas un 2, 3, 4, 5, 6, hein? Ah bah non, je vais mettre Billy. Non Billy, tu vas pas faire ça. Bref, tu l'auras compris, NordPass, ça va énormément te faciliter la vie. Et comme tu m'as l'air sympathique, j'ai une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code Guillaume Cassard, tu auras droit à une super réduction de 70% sur l'abonnement de 2 ans, plus un mois gratuit. Plutôt pas mal, hein? Alors fonce, tu m'en diras des nouvelles. De rien, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui, une autre production Bad Robot, cette fois-ci à base de zombies nazis. C'est parti. Ok, alors on est au milieu des années 2000 et Billy Ray se met à plancher sur un script ayant pour cadre la Seconde Guerre mondiale avec de jeunes soldats comme personnages principaux. Un film de guerre quoi. Qui est Billy Ray, vous allez me demander? Et bah comme je suis un mec sympa, je vais vous répondre. Puis c'est un petit peu mon travail aussi accessoirement. Billy Ray, c'est un scénariste slash réalisateur actif depuis les années 90. Bien plus scénariste que réalisateur d'ailleurs. Sur son CV, on peut trouver du film catastrophe comme Volcano, mais surtout des thrillers avec des films comme Suspect Zero, Flight Plan et Agent Double qu'il a lui-même mis en scène. Dans les années 2010, il signe le scénar du premier opus de l'adaptation Hunger Games et obtient une nomination à l'Oscar du meilleur scénario adapté pour son travail sur Captain Phillips avec Tom Hanks. Et dernièrement, il a travaillé sur Gemini Man avec Will Smith et Terminator Dark Fate. C'est ce qu'on appelle communément une carrière en dents de scie, avec un scénariste capable du meilleur comme du pire. Retour au milieu des années 2000 donc, où Ray se met au travail sur Overlord, qui prend petit à petit la forme d'un film de guerre passé au mixeur avec un film d'horreur fantastique. En 2007, la Paramount acquiert le script et n'en fait rien. Oui, ce genre de choses arrive fréquemment à Hollywood. Ellipse narrative. Nous sommes désormais entre 2015 et 2016, soit quand même près de 10 ans plus tard, et prennent leur temps les mecs, et le script atterrit chez Bad Robot, entre les mains d'un certain J.J. Abrams. Et Abrams, il aime plutôt bien ce script qui le fait passer par toutes sortes d'émotions contradictoires. À la fois intense, drôle, bizarre, plein de surprises, à la fois film de guerre, d'horreur et d'action, ce mélange des genres lui rappelle sa série préférée, La Quatrième Dimension. Une référence qui lui colle à la peau étant donné qu'il comparait déjà volontiers les films de sa trilogie Cloverfield à cette série. Bref, toujours est-il qu'Abrams tombe sous le charme de ce script étrange et compte bien le développer au sein de Bad Robot, aux côtés de sa collaboratrice Lindsay Weber. Billy Ray est alors convié par les producteurs pour venir peaufiner son script. Il se met donc au travail et en rédige de nouvelles ébauches, mais se trouve finalement obligé de passer la main à quelqu'un d'autre, ayant fort à faire avec sa série Le Dernier Seigneur. C'est donc Mark L. Smith qui est appelé à la rescousse pour venir écrire la version finale du script. Qui est Mark L. Smith, vous allez me demander? Et bah vous savez quoi? Vous avez toqué à la bonne porte, mes gaillards. Œuvrant principalement dans l'horreur et le fantastique, Smith a notamment signé les scripts de Motel, The Hall de Joe Dante et du remake américain de Martyr sorti en 2015. Son coup d'éclat eut cependant lieu en 2016 avec The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, gros succès public et critique. Smith débarque donc chez Bad Robot et après avoir lu le script de Ray, accepte immédiatement d'en être, enthousiaste vis-à-vis de ce concept original et jusqu'au boutiste. Il avait là de quoi s'amuser et Smith était partant pour une bonne marade. En plus de ça, la perspective de travailler avec J.J. Abrams lui plaisait beaucoup et il n'avait pas l'intention de laisser passer une telle occasion. Smith se met donc au travail, mettant un point d'honneur à capturer l'essence de la période à laquelle se déroule le film en intégrant quelques détails historiques bien spécifiques. Le plus gros défi auquel il dut faire face, faire en sorte de réussir le mélange entre réalisme et fantastique. Et ça passera par les personnages qu'il cherche à rendre les plus réalistes et attachants possibles. Si les personnages sont crédibles, les péripéties les plus folles qu'ils subiront le seront également. Il met également en place une certaine tension entre ces personnages. Ils ne seront pas tous amis dès le début du film, créant des situations humainement plus intéressantes. Bref, le script prend forme, mais il manque un réalisateur. Et c'est en découvrant Son of a Gun, premier film du réalisateur australien Julius Avery, que la situation se débloque. Ce thriller plaît beaucoup à Abrams et Weber qui décident d'inviter le réalisateur à un meeting et de lui présenter divers projets en cours de développement, l'un d'entre eux étant bien évidemment Overlord. Et il s'avère qu'Avery est fasciné par la Seconde Guerre mondiale depuis l'enfance. En effet, son grand-père ayant participé à cette guerre en Afrique du Nord, il avait pour habitude de lui en montrer des photos, ce qui intéressait grandement le jeune Julius. Et cet intérêt n'a pas diminué avec les années, Avery rêvant littéralement de réaliser un film se déroulant pendant le conflit. Du coup ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on lui propose avec Overlord. Le destin
Avery lit donc le script et il le trouve complètement dingue, le qualifiant d'Indiana Jones sous acide. Et après un autre meeting avec Abrams et Weber où il fait part de sa vision du film, il est engagé, ses idées allant exactement dans le sens souhaité par ses deux producteurs, à savoir une volonté de mettre en place des personnages et un monde crédible juste avant de basculer dans une situation folle. Et le fait qu'il ne soit pas un réalisateur estampillé film d'horreur a également joué en sa faveur, Abrams et Weber étant à la recherche d'une sensibilité originale. Le réalisateur se met donc au travail, à commencer par une nouvelle passe sur le script en compagnie de Mark L. Smith. La pré-production est ensuite lancée officiellement avec un début de tournage prévu pour l'été 2017. La direction artistique est assurée par John Henson et supervisée par Grant Armstrong, et autant dire qu'ils ont du pain sur la planche. De nombreux décors très ambitieux doivent en effet être conçus et bâtis en un temps record, notamment tout un village français qui devrait être aussi crédible que possible, ainsi qu'un bunker servant de laboratoire secret aux nazis. Concernant ce dernier décor, il est décidé de le bâtir dans son intégralité sur un immense plateau avec des couloirs reliant les différentes zones entre elles, et vrai y tenant pour éviter d'avoir à couper la caméra dès lors qu'il y aurait un changement de décor. Au final, il s'agira du plus grand décor conçu par le directeur artistique John Henson, et il sera bâti en seulement 10 semaines. Concernant les monstres, car Overlord est un film de monstres, Avery collabore avec le maquilleur Tristan Verslice pour trouver le rendu visuel adéquat. Et ils y passeront des semaines, se basant sur de multiples références différentes. Des animaux, des maladies de peau, mais aussi tout simplement un champignon noir boursouflé qu'Avery confia au maquilleur, lui demandant de s'en inspirer pour créer la peau recouverte de cloques des créatures. Ça promet des monstres bien dégueulasses comme on aime. Pour ce qui est du casting, le réalisateur tient à engager de jeunes acteurs, si possible dans la vingtaine, étant donné que les soldats étaient souvent dans cette moyenne d'âge. Et comme d'habitude avec Abrams, le secret est bien gardé et seuls les acteurs passant des essais pour les rôles principaux ont accès à l'intégralité du script. Pour les rôles secondaires, les acteurs ne pourront le lire entièrement qu'une fois officiellement engagés. C'est ainsi que Giovanna Depo et Wyatt Russell, fils de Kurt Russell, rejoignent le projet dans le rôle des deux principaux soldats du film. Le fait d'avoir casté Giovanna Depo n'est pas historiquement correct, car il n'y avait en réalité que des soldats blancs dans ce genre d'unité à l'époque. Mais pour Abrams et Avery, le plus important, c'était de trouver de bons acteurs sans se soucier de leur couleur de peau. Une fois castés, tous les acteurs incarnant les soldats seront envoyés en camp d'entraînement pendant toute une semaine avec le sergent instructeur Freddy Farnsworth. Et ils vont en chier les gars. Privé de smartphones, de télévision et de tout type de confort moderne, le petit groupe part en pleine nature et apprend à faire un feu, bâtir un campement, faire des tours de garde pendant la nuit, manier des armes. Farnsworth ne leur laissera pas une minute de répit, bien décidé à les rendre aussi crédibles que possible. Mais le gros point positif de cet entraînement, c'est qu'il crée une véritable synergie de groupe entre tous ces acteurs qui ne se connaissaient pas. En quelques jours, un bel esprit de camaraderie s'installe, ce qui sera important pendant le tournage. Concernant le personnage de Chloé, seul rôle féminin du film, un casting est lancé sur Paris et c'est la jeune comédienne Mathilde Olivier qui est sélectionnée, ayant impressionné Avery par la férocité et l'intensité de son jeu lors de ses essais. Et l'actrice s'impliquera beaucoup dans son rôle. Elle fera notamment en sorte de perdre du poids, ce pour être plus crédible dans le rôle de cette jeune fille en pleine période de guerre qui n'a donc pas accès à des réserves de nourriture illimitées. Elle passera également du temps avec des instructeurs qui lui enseigneront quelques techniques de Krav Maga, comment se battre avec un couteau et comment tenir une arme comme une femme des années 40. Et si la barrière linguistique lui posera légèrement problème au début, ayant un peu de mal avec l'accent américain très prononcé de ses partenaires, l'actrice finira par s'y faire. Enfin, pour incarner le grand méchant du film, Wafner, un haut gradé SS, le réalisateur rencontre le danois Pilou Asbæk et c'est le coup de foudre immédiat. L'acteur adore le script, mais il développe sa propre vision du personnage qui est à l'opposé de ce qui est écrit dans le scénario. Au deuxième meeting, il présente donc sa vision des choses et propose à l'équipe d'aller dans sa direction. Avery semble ravi et ils collaboreront pour réécrire le personnage. Et du coup, le tournage démarre. En mai 2017, l'équipe part donc à Londres au studio Leavesden où seront tournés les 2 tiers du film. Avery dispose d'un budget de 38 millions de dollars, ce qui n'est pas énormissime, mais qui lui permet tout de même de réaliser de nombreuses séquences ambitieuses. Et ça commence d'ailleurs très fort dès la première semaine de tournage où l'équipe met en boîte le prologue spectaculaire prenant place au sein d'un C-47. Pour tourner cette séquence, l'équipe artistique conçoit une réplique grandeur nature du fuselage d'un poids total de 16 tonnes. Cette réplique est ensuite placée à une dizaine de mètres au-dessus du sol, sur un cardan à même de la faire trembler et pivoter, simulant ainsi toutes les perturbations liées au vol. Et pour la vingtaine d'acteurs entassés à l'intérieur, c'est clairement pas une partie de plaisir. Serrés les uns contre les autres dans cet espace confiné, la chaleur monte assez vite et leurs costumes chauds n'aident pas plus que les 20 kilos d'équipement qu'ils portent sur le dos. Ajoutez à ça les violentes secousses causées par le cardan, et autant dire qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de jouer la comédie pour avoir l'air à bout. Le principal, c'est qu'ils étaient bien immergés dans leur rôle. Cerise sur le gâteau, tous les effets pratiques tels que le feu et les étincelles qui viennent apporter une touche de réalisme supplémentaire à la séquence. Et pour tourner la dernière partie de cette scène, qui voit le personnage incarné par Giovanna Depo sauter hors de l'avion et chuter pendant quelques instants, l'acteur est harnaché sur un système rotatif devant un fond vert et il fera des 360 degrés pendant quelques jours jusqu'à épuisement. À la guerre comme à la guerre, ma gueule. Ça, c'est le cas de le dire, car si l'ambiance générale est plutôt bonne et enjouée, tout le monde va en chier pendant ce tournage. Déjà, les acteurs tombent malades, notamment Giovanna Depo et John Magaro, qui développent une allergie au pollen lors de quelques journées de tournage en extérieur. Wyatt Russell attrape quant à lui la mononucléose, ce qui aura pour effet de lui faire perdre une dizaine de kilos en 3 semaines. Le directeur de la photographie Fabian Wagner doit ensuite quitter le tournage précipitamment pour des raisons personnelles et est remplacé au pied levé par Laurie Rose. Et tout ça, c'était sans compter le mauvais temps et beaucoup d'autres contretemps qui ont nécessité de nombreux changements de planning. L'équipe devait donc être flexible et s'adapter rapidement aux complications. Mais personne n'a dit que ça devait être simple. L'équipe posera également ses caméras près d'un tunnel désaffecté en pleine nature, aux alentours de
de Sussex. Le décor en question fut d'ailleurs très difficile à trouver et l'équipe des repérages passa plusieurs semaines à chercher le bon endroit. Mais une fois arrivé sur place, Avery sut qu'il tenait l'endroit parfait. Le problème, c'est que cet emplacement était extrêmement difficile d'accès, et l'endroit nécessitait également d'être remis en état, passant d'un vieux tunnel inutilisé et perdu en pleine nature à un véritable accès utilisé par les nazis du film pour entrer dans leur laboratoire secret. Et pour enfoncer le clou, l'équipe dut démonter l'escalier monté sur échafaudage et destiné à faciliter l'accès au lieu quand ils réalisèrent qu'il serait visible dans le champ de la caméra. Ce ne sera pas simple, j'ai dit. Ce ne sera pas simple, mais heureusement, Julius Avery a une vision précise et un sens visuel affûté. Autrement dit, il sait exactement ce qu'il veut. Ainsi, il n'est pas rare qu'il pousse ses acteurs encore et encore jusqu'à obtenir la prise qu'il a en tête. Ceci dit, ça ne l'empêche pas pour autant de rester ouvert aux idées et suggestions qu'il accueille volontiers, que ce soit de la part des acteurs ou de membres de l'équipe technique. Ainsi, l'un des plans les plus spectaculaires du film lui fut soufflé par le superviseur des effets visuels Mark Bakowski. La scène en question voyait le personnage incarné par Giovanna Depo fuir le complexe nazi en courant. Et quelques jours à peine avant le tournage de cette scène, Bakowski suggéra de la mettre en boîte sous forme de plan séquence. Avery fut emballé par l'idée et laissa tomber son approche originale, beaucoup plus classique. Ce qui ressort de tout ça, c'est que tout le monde semblait très impliqué et avait envie de faire le meilleur film possible. Et pour les acteurs, c'était la même. La française Mathilde Olivier, par exemple, insistera pour faire autant de cascades que possible elle-même. Quant à Pilou Asbæk, il s'investit au maximum. C'est un acteur généreux qui fait en sorte de donner le plus de matière possible à son réalisateur, apportant des nuances différentes à chaque nouvelle prise. Et l'acteur verra sa patience soumise à rude épreuve lorsqu'il devra supporter 5 heures de maquillage par jour pour se faire appliquer des prothèses sur le visage. Des prothèses bien gore à base de sang. Et le jour où ils doivent mettre en boîte la scène où les soldats font face à ce Waffner défiguré, l'équipe fait en sorte que les acteurs incarnant les soldats ne le voient qu'au tout dernier moment, ce pour obtenir une réaction de dégoût authentique de leur part. Mais au moment de tourner justement, Asbæk se pose une question qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça en réalité. Comment son personnage doit-il parler maintenant que la moitié de son visage s'est fait la malle? Ouais. L'acteur fera donc de son mieux pour tenter d'offrir une performance adéquate à la situation physique particulière de son personnage. Comme vous l'avez compris, les créatures du film sont donc créées en grande partie à l'aide de prothèses. Pour Avery, c'est une grande première, mais il y tenait beaucoup pour une question de réalisme et pour limiter l'utilisation des effets visuels. Le réalisateur tenait en effet à ce que le film soit viscéral et visuellement crédible. Pour ce faire, il fit en sorte que les départements effets spéciaux, maquillage, cascade et effets visuels travaillent main dans la main, collaborant à toutes les étapes du processus pour que les séquences à effets soient les plus réalistes possibles. Au programme, des effets impliquant des explosions, du feu et toutes sortes d'effets gore, notamment à base de têtes qui explosent et de coups de poignard. Un jour de taf comme un autre. Et pour ce qui est de J.J. Abrams, il est assez impliqué, faisant de son mieux pour être présent aux différentes étapes de la production et visitant le plateau de temps en temps pour prêter main forte à son réalisateur. Et donc, après plusieurs mois intenses et plein de surprises, le tournage s'achève à la fin de l'été 2017. Le montage est alors confié à Matt Evans, déjà à l'œuvre sur Cloverfield Paradox. Enfin, il fait partie des 3 monteurs qui ont bossé sur ce bordel en tout cas. Et la partie musicale est confiée au bon soin de Jed Kurzel, avec lequel Avery avait déjà travaillé sur Son of a Gun. Et pendant la phase de montage, Avery et son monteur réalisent que la diction particulière adoptée par Pilou Asbæk lorsque son personnage est défiguré ressemble plus à une sorte de marmonnement difficilement intelligible. L'acteur est donc rappelé pour enregistrer ses répliques. Concernant les effets visuels, c'est ILM qui prend en charge la majeure partie des plans, Abrams ayant de bons rapports avec eux depuis les Star Trek et Star Wars. Et beaucoup d'effets visuels vont en réalité consister à améliorer les effets pratiques. Le maquillage de Pilou Asbæk par exemple sera modifié pour un rendu plus gore. Avery tenait en effet à ce qu'il y ait un trou dans son visage, que sa blessure ne soit pas qu'en surface, ce qui était clairement impossible à faire sans l'aide d'effets numériques. Ouais, parce que Pilou Asbæk, il est impliqué, mais il y a des limites, je pense. En dehors de ça, il y aura également quelques plans réalisés entièrement en imagerie numérique, notamment dans le prologue, qui va nécessiter énormément de travail. Et concernant le fameux plan séquence improvisé à la dernière minute, il consiste en 3 prises différentes qu'il fallait donc coller les unes aux autres de la façon la plus naturelle possible. Le challenge étant que lors de la dernière transition, on passe d'une prise tournée en studio à une prise tournée en décor naturel. Il fallait donc faire au mieux pour que ce changement soit invisible. Bref, il y avait de quoi faire. Et pendant que ça bosse, le public se pose 1000 questions concernant la nature profonde du film. La principale étant, je vous le donne en 1000, serait-ce en réalité Cloverfield 4 ? Et en vérité, les acteurs eux-mêmes n'en avaient aucune idée et se posaient la question entre eux sur le tournage. Toujours est-il que si c'était le cas, personne ne l'avait mentionné auprès d'eux et ils n'avaient subi aucune contrainte. Autrement dit, pas de cahier des charges à respecter pour correspondre à la saga. Le seul cahier des charges imposé, c'était de faire le meilleur film possible. Un cahier des charges qui aurait fait le plus grand bien à Cloverfield Paradox d'ailleurs. Mais voilà, les gens se posent la question. Et en avril 2018, pendant le CinemaCon, J.J. Abrams décide de monter au créneau et déclare que non, Overlord est un film original, sans lien avec sa saga fétiche. Est-ce qu'il fut envisagé à un moment d'en faire le 4e opus de Cloverfield ? C'est bien possible, et c'est bien possible aussi que l'accueil froid réservé à Cloverfield Paradox en février 2018 ait convaincu Abrams et la Paramount de procéder autrement. Et si des rumeurs ont couru pendant un temps concernant une potentielle sortie sur Netflix, répétant ainsi le schéma de Cloverfield Paradox, ça n'a pas eu lieu, et c'est bel et bien au cinéma qu'Overlord verrait le jour. Le film sortit donc le 9 novembre 2018 aux États-Unis et le 21 en France. Et malgré
Malgré un accueil assez chaleureux de la part du public et des critiques plutôt pas dégueulasses, il ne rencontra pas le succès attendu. Seulement 21 millions de dollars récoltés sur son territoire, soit à peine plus de la moitié de son budget, et des recettes mondiales atteignant péniblement les 41 millions. Clairement pas un gros succès, donc plutôt un sacré échec commercial, et c'est dommage. À quelques heures du débarquement, une escouade de soldats américains est parachutée au-dessus du petit village français de Ciel Blanc pour y détruire une tour sur laquelle les nazis ont placé un brouilleur. Autant dire que la mission est capitale pour le bon déroulement du débarquement. Sauf que bien vite, ils découvrent que quelque chose d'étrange se trame au sein du village. Dans leur QG, les SS, menés par l'impitoyable Waffner, se sont lancés dans d'horribles expériences. Leur but, littéralement tromper la mort et créer des soldats invincibles. Parce que la seule chose pire qu'un nazi, c'est un nazi immortel. Et Overlord, c'est une belle petite réussite dans son genre. Un film plein de qualités qui ne méritait clairement pas le flop retentissant dont il a écopé. C'est trop injuste. Parce que oui, Overlord méritait mieux. C'est un film qui remplit parfaitement tous ses objectifs, à savoir proposer un divertissement qui soit à la fois intense, fun et réussi d'un point de vue dramatique. Comme on a déjà pu le constater, Overlord est basé sur un mélange des genres. C'est à la fois un film de guerre, un film d'horreur et un film d'action. Mais le petit truc qui vient faire la différence, c'est que c'est un bon film de guerre, un bon film d'horreur et un bon film d'action. Ça aurait pu partir dans tous les sens pour finir par ne plus ressembler à rien. Un tel melting pot mal maîtrisé, ça aurait été comme se tirer une balle dans le pied. Mais non, le film tire sa force de cette diversité et nous offre un cocktail savamment dosé et plaisant à bien des niveaux. Dès les premiers instants, Overlord nous happe avec violence dans son univers. Le prologue dans l'avion est un modèle d'intensité qui donne le ton avec efficacité, dans le sens où il s'agit certes d'une séquence violente et spectaculaire, mais qui fait également la part belle à ses personnages. On fait en effet connaissance avec le groupe que l'on va être amené à suivre, et en à peine quelques minutes, ces derniers ont déjà infiniment plus d'épaisseur que les coquilles désincarnées qui faisaient office de personnages dans Cloverfield Paradox. Gratuit comme remarque? Complètement. L'une des grandes forces d'Overlord, c'est donc ses personnages. Bon, déjà il faut dire qu'il profite d'un casting excellent. Wyatt Russell semble avoir hérité de la badassitude de son père et s'impose sans mal dans le rôle de Ford, soldat sans pitié qui ne connaît que trop bien les horreurs de la guerre. À l'opposé se trouve Boyce, le contrepoids humaniste incarné par Jovan Adepo. Loin du héros parfait et expérimenté, Boyce ressemble au contraire à une sorte de Monsieur Tout-le-Monde, un jeune qui n'a pas demandé à devenir soldat, mais qui doit désormais faire avec. Et entre les deux hommes, forcément, ça pète. Cette opposition idéologique sera en effet vectrice de conflits, l'un étant dévoué à accomplir sa mission quoi qu'il en coûte, et l'autre étant guidé par ses émotions et sa pitié. Deux visions de la guerre qui s'entrechoquent donc, mais qui ne tombent jamais dans le manichéisme, chacun étant motivé par des raisons tout à fait compréhensibles. Et autour de ce duo principal navigueront d'autres personnages que l'on prendra plaisir à suivre. La Frenchie Mathilde Olivier crève l'écran dans le rôle de Chloé, apportant férocité et humanité à un personnage bien loin de la demoiselle en détresse. On saluera également la performance désarmante de naturel du jeune Janny Toffer dans le rôle de son petit frère Paul. Quant à John McGarrow dans le rôle du soldat Tibet, il est juste excellent en râleur au grand cœur. Et sa relation avec le personnage de Paul est clairement un des éléments les plus drôles et touchants du film. Ainsi, face à ce groupe de personnages hétéroclites, la magie opère. On ressent vis-à-vis d'eux une proximité immédiate car elles sont loin d'être unidimensionnelles. Leurs réactions paraissent toujours bien réelles et on prend plaisir à les suivre pendant 1h45. Et le méchant n'est pas en reste. Pilou Asbeck se donne à fond dans le rôle de Waffner, une belle pourriture de nazi qu'on prendra un pied monstrueux à détester. Et ce qui est intéressant avec ce personnage et avec l'interprétation d'Asbeck, c'est qu'il joue sur deux tableaux. Avec sa belle gueule, il se donne des allures de mec poli et charmant avant de finalement révéler sa vraie nature. Ouais, parce qu'au fond, c'est pas un gentil nazi. Sauf que tout finit par changer quand il se prend une balle en plein visage. À partir de ce moment où il se trouve défiguré et ne peut plus se cacher derrière cette belle gueule, il ne peut plus que s'assumer et devenir véritablement un monstre. C'est donc un personnage qui dispose de deux visages, et ce littéralement. Concernant les effets prosthétiques d'ailleurs, ils sont très réussis, particulièrement sur Waffner et la créature appelée l'expérience ratée, un monstre dégueulasse qui fera cauchemarder les plus sensibles d'entre vous. Le résultat, habile mélange de prothèses et d'effets numériques, est totalement crédible et infiniment plus impactant que si tout avait été conçu par ordinateur. Seul petit bémol, le fameux trou dans le visage de Waffner ajouté en CGI qui a tendance à disparaître d'un plan à l'autre, peut-être dû à un manque de budget. Comme dit précédemment, Overlord démarre comme un film de guerre avant de changer de genre et de passer au film d'horreur fantastique. Et le changement de ton fonctionne très bien, car Julius Evray a su mettre en place un contexte et des personnages crédibles avec ce qu'il faut de stylisation pour nous faire accepter l'élément fantastique. On peut notamment évoquer la superbe photographie, particulièrement dans la première partie du film en pleine forêt. Malgré l'horreur du contexte, il émane de ses plans un côté onirique assez sublime. Et non seulement c'est beau, mais en plus de ça, ça permet d'établir rapidement que l'on n'est pas face à un film de guerre qui se veut réaliste. C'est clairement pas il faut sauver le soldat Ryan, ce serait plutôt il faut tuer le zombie nazi. Le film profite donc d'une mise en scène intelligente de la part d'Evry, qui a vraiment pris son sujet au sérieux. Et attention, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, il a pas cherché à réaliser un film pompeux au discours philosophique profond. Ce que je veux dire, c'est qu'on lui a mis entre les mains un concept qui aurait facilement pu tomber dans le nanar pur jus. Le coup du zombie nazi, c'est très grand guignolesque pour le coup. Et entre les mains d'un réal moins talentueux ou moins ambitieux, on aurait hérité d'une série B sans éclat. Mais Avery ne voyait pas les choses de cette manière, et il a tout fait pour donner à ce film de série B la classe d'une série A. Tout est donc extrêmement soigné. La mise en scène respire la maîtrise et nous offre de très beaux moments de tension. Le prologue évidemment, mais aussi la première visite de Boyce
au sein du laboratoire, semblable à une descente aux enfers, et la résurrection de Chase, où l'intensité va monter petit à petit jusqu'à atteindre le paroxysme via une explosion de violence. Ouais, le film a ses petits moments gore. Et l'ambiance générale est glauque et poisseuse, particulièrement dans le fameux laboratoire secret. On ne pourra d'ailleurs que saluer la direction artistique extrêmement réussie. Les décors sont impressionnants et participent énormément au réalisme et au côté viscéral de l'ensemble. Et le fait d'avoir entièrement bâti le laboratoire sur un seul plateau permet au réalisateur de nous immerger dans son univers, notamment à l'aide de longs plans séquences comme le final spectaculaire avec Boys par exemple. Visuellement, le film est donc réussi et profite d'une esthétique soignée, que ce soit à travers sa photographie ou sa direction artistique. Concernant le scénario en lui-même, alors clairement il aura pas d'Oscar, mais il reste très efficace, ménageant ses effets, enchaînant les surprises et n'hésitant pas à aller au bout de son concept complètement barré. Un concept qui aurait tout à fait pu convenir à un film de Carpenter, tant il paraît évident que son influence plane sur le film. Avery a d'ailleurs avoué être un grand fan du maître de l'horreur et a reconnu que The Thing faisait partie de ses inspirations lorsqu'il travaillait sur le film. La cerise sur le gâteau étant bien évidemment la présence du fils Russell, dont le père était l'acteur fétiche du réalisateur. Il est donc difficile de ne pas penser à Carpenter face à Overlord, et franchement il y a pire comme référence. Concernant la musique, Jed Kurzel offre une BO dans la droite lignée de son travail sur Alien Covenant, capable de faire monter l'intensité de plusieurs crans et qui justement rappelle parfois les BO de Carpenter. Bref, Overlord, c'est de la balle. Extrêmement bien mis en scène par un réalisateur inspiré, Overlord est une série B de luxe hyper jouissive qui fait plaisir à voir. C'est gore et parfois un peu cartoonesque, mais c'est pas que ça. Il y a une âme au-delà de cette violence, et ça fait vraiment la différence. Et pour ça, le film doit beaucoup à ses personnages attachants, qui changent de la bande de glandus sans intérêt qu'on se farcit habituellement. C'est pas une révolution ni un film inoubliable, mais c'est un film qui fait ce qu'on attend de lui, et qui le fait extrêmement bien. Et ça on aime. Je vous recommande donc chaudement de jeter un œil à cet Overlord, qui méritait bien mieux que ce flop injuste. Pour sûr, il aurait fait un bien meilleur Cloverfield 3 que ce Cloverfield Paradox. Le titre était tout trouvé en plus. Cloverlord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!